Luc avait déjà vu le deuil de près. Il avait vu son père creuser la tombe de sa petite sœur, Sarah, emportée par la scarlatine des années auparavant. Il avait vu sa mère s'emmurer dans un silence qui avait duré des mois. Mais ce spectacle-là, une mère enterrant son unique enfant seul dans la neige de janvier, possédait une cruauté singulière qui lui serrait la gorge. Il plongea la main dans son manteau épais et en sortit la vieille Bible qu'il gardait toujours sur lui. Ses mains étaient raides, engourdies par le gel, alors qu'il cherchait le passage familier, celui dont les pages étaient usées par le temps. Le vent sifflait entre les branches nues du grand peuplier, seul témoin de cette scène désolée. D'une voix douce mais ferme, Luc demanda la permission de lire. Evelyne, les yeux vides, opina simplement du chef. La voix de Luc s'éleva, grave et régulière, brisant le sifflement du vent. Il lut les mots du prophète Isaïe. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il recueillera les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Ces paroles anciennes semblaient dérisoires face à l'immensité de la perte, mais c'était tout ce qu'il avait à offrir. Miguel et le vieux Thomas, chapeau à la main, gardaient la tête baissée. C'est alors que les épaules d'Evelyne se mirent à trembler. Le barrage céda. Des sanglots rauques, violents, s'échappèrent de sa poitrine, des sons déchirants qui semblaient venir des tréfonds de son âme. Luc continua de lire, sa voix devenant une ancre dans la tempête émotionnelle, jusqu'à ce que le silence retombe, un silence lourd et sacré. Avec une douceur infinie, les trois hommes comblèrent la fosse. Miguel trouva 2 branches de pin solides et les lia avec une lanière de cuir pour former une croix de fortune. Lorsque le monticule de terre fut lissé, et la croix plantée face au vent, le soleil commençait déjà sa descente vers l'horizon, peignant la neige de teintes orange et roses, une beauté ironique face à la tragédie du jour. Les hommes remontèrent à cheval. Luc insista pour raccompagner Evelyne. Elle ne protesta pas, elle semblait avoir épuisé toutes ses réserves de combat. Le trajet de retour se fit dans un mutisme absolu. Evelyne chevauchait le dos droit, mais Luc, qui la suivait à distance respectueuse, voyait bien les soubresauts qui secouaient parfois son corps frêle. Lorsqu'ils arrivèrent à sa petite cabane, blottie contre le flanc d'une colline, Evelyne descendit de cheval et entra sans un regard en arrière. Luc attendit de voir la lueur d'une lampe à pétrole s'allumer à la fenêtre avant de tourner bride. Il la laissait seule, car il savait que certaines douleurs ne souffrent aucun témoin. À l'intérieur, Evelyne s'assit à sa table en bois brut sans même retirer son manteau. Elle posa ses mains à plat sur la surface rugueuse, mais elle ne sentait rien. Ni le froid, ni le bois, ni la chaleur du poêle qu'elle avait laissé brûler. Son esprit, lui, refusait de rester dans le présent. Il retournait inlassablement 3 jours en arrière. Clara était encore vivante alors, fiévreuse, brûlante contre sa poitrine, mais vivante. Evelyne revoyait sa course folle de 8 miles dans la nuit pour chercher le médecin, l'espoir insensé qui la portait. Mais à leur retour, la respiration de l'enfant avait changé, devenue ce râle terrible qui précède la fin. L'aube s'était levée sur un berceau silencieux. Le médecin avait été gentil, aidant à la toilette mortuaire avant de repartir en promettant de prévenir les voisins. Mais personne n'était venu. C'était janvier, le mois le plus dur, où chacun lutte pour sa propre survie. Evelyne comprenait cela. Elle avait déjà appris cette leçon 14 mois plus tôt, lorsque son mari, Daniel, était mort écrasé par la chute d'un arbre. La compassion, dans l'Ouest, a ses limites, elle s'arrête là où commence la lutte pour ne pas mourir soi-même de froid ou de faim. Elle regarda ses mains, abîmées par le travail et le froid. Hier encore, ces mêmes mains avaient construit le cercueil, assemblant les planches de pin que Daniel avait réservées pour un futur berceau. Elle l'avait doublé avec le lin blanc de sa robe de mariée, coupant dans ses souvenirs pour offrir une dernière douceur à sa fille. Clara méritait ce qu'il y a de beau. Mais ce soir, la beauté avait disparu. Il ne restait que le silence assourdissant de la cabane. Evelyne se leva péniblement pour remettre une bûche dans le poêle. Elle s'approcha du feu, cherchant à dégeler ses membres, mais le froid qu'elle ressentait n'était pas de ceux que le feu peut chasser. Demain, elle se réveillerait et Clara ne serait plus là. Et le jour d'après non plus. C'était une succession infinie de jours vides qui s'étendaient devant elle, et pour la première fois, Evelyne se demanda si elle aurait la force de les traverser. Luc Hartwell parcourait les limites de son ranch depuis 20 ans, connaissant chaque vallon et chaque crête du Wyoming comme les lignes de sa propre main, mais il n'avait jamais rien vu de tel. Le matin était d'un froid mordant, une gelée brutale qui figeait le souffle en cristaux suspendus dans l'air et transformait la prairie en une étendue blanche infinie. Son cheval avançait péniblement le long de la clôture nord-ouest, ses sabots crissant sur la croûte de neige durcie, brisant le silence absolu de l'hiver.
Luc, l'esprit occupé par des soucis ordinaires, le compte du bétail, les réserves de foin qui diminuaient, la saison des vélages en mars, ne s'attendait pas à ce que le monde bascule au détour d'une colline. Le ciel pendait bas et gris, lourd de la promesse d'une nouvelle neige avant la nuit, lorsqu'il l'aperçut. Une petite silhouette sombre, isolée dans le cimetière de la vallée, luttant contre quelque chose d'invisible. Luc tira sur les rênes, plissant les yeux contre l'éclat aveuglant du soleil sur la neige. Même à cette distance, il devinait la futilité de son effort. La terre était gelée à pierre fendre depuis 6 semaines, rien de moins que la dynamite ne pourrait l'entamer maintenant. Poussant sa monture, il reconnut Evelyn Aye, la veuve qui s'était installée sur une concession aride à l'automne dernier. Il l'avait croisée en ville, toujours seule, arborant ce regard de détermination farouche propre à ceux qui n'ont d'autre choix que d'être forts. Le vent emportait les bruits sur la prairie vide, et elle ne l'entendit pas approcher. Luc mit pied à terre et parcourut les derniers mètres en tenant son cheval par la bride. C'est alors qu'il vit le petit cercueil en pin posé dans la neige. Sa poitrine se serra. Evelyn leva de nouveau la pelle, y mettant tout le poids de son corps épuisé. La lame heurta le sol dur comme du granit dans un bruit métallique qui résonna jusqu'aux os, envoyant une onde de choc visible dans ses épaules. Elle chancela, se reprit, et leva encore l'outil. « Madame » dit Luc doucement. Elle fit volte-face, la pelle levée comme une arme. Son visage était gris, marqué par l'épuisement et le froid, des cernes profonds creusant ses yeux. Elle avait pleuré, mais les larmes avaient gelé sur ses joues. « Je n'ai pas besoin d'aide, dit-elle, la voix brisée. Luc regarda le minuscule cercueil, la terre impossible, et ses mains tremblantes. Il s'avança et prit doucement la pelle de ses mains. « Laissez-moi faire. » Elle ne résista pas. Ses bras retombèrent le long de son corps, vaincu. Luc attaqua le sol. La terre résistait, puis cédait millimètre par millimètre. Il travailla la lame, détachant des morceaux de terre gelée, conscient que cela prendrait des heures, mais refusant de s'arrêter. Evelyn tomba à genoux près du cercueil, une main posée sur le bois brut. Le temps s'étira, rythmé seulement par le bruit sourd de l'acier contre la terre et la respiration lourde de Luc. 1 heure passa. Ses épaules brûlaient. C'est alors que le bruit de chevaux approchant lui fit lever la tête. Miguel et le vieux Thomas, 2 de ses employés, arrivèrent au cimetière. Un seul regard suffit. Miguel descendit sans un mot, prit une pioche attachée à sa selle, et Thomas le rejoignit. Ensemble, ils creusèrent. 3 hommes travaillant côte à côte pour un enfant qu'ils n'avaient jamais connu, tandis qu'une femme veillait sur une fille qu'elle ne verrait jamais grandir. Le trou s'approfondit lentement. 2 pieds. 3 pieds. C'était assez. Miguel recula le premier, ôtant son chapeau. Le vieux Thomas et Luc l'imitèrent. La tombe était prête. Evelyn se leva sur des jambes qui tremblaient. Elle se pencha et souleva le petit cercueil. Il était si léger, c'était là toute la cruauté de la chose. Clara ne pesait presque rien. Luc fit un mouvement pour aider, mais Evelyn secoua la tête. C'était à elle de faire cette dernière part. Elle s'agenouilla au bord du trou et descendit le cercueil avec des bras secoués de spasmes. La boîte en pin se posa sur la terre gelée avec un son étouffé, trop silencieux pour quelque chose d'aussi définitif. Luc revint le lendemain matin, fidèle à sa promesse, son chariot lourdement chargé de bois fondu et de provisions tirées des réserves de son ranch. Evelyn entendit le bruit des roues écrasant la neige et sortit sur le seuil. La journée était d'une clarté aveuglante, le soleil se reflétant sur la couche immaculée tombée durant la nuit. Tout semblait propre, neuf, une pureté qui lui paraissait presque indécente face au vide qu'elle ressentait à l'intérieur. « Bonjour », dit Luc en touchant le bord de son chapeau. « J'ai apporté du bois. J'ai pensé que vos réserves baissaient. » « J'en ai assez, » répondit Evelyn par automatisme, cette réponse qu'elle s'était entraînée à donner au monde pour prouver qu'elle tenait bon. « Alors vous en aurez plus, » répliqua Luc calmement. Il commença à décharger sans attendre sa permission. Evelyn l'observa un instant, décontenancée par cette générosité qui ne demandait rien en retour, puis elle s'avança pour l'aider. Ils travaillèrent en silence, empilant les bûches contre le mur de la cabane, le rythme de leurs mouvements créant une sorte de conversation muette. Lorsque le chariot fut vide, le regard de Luc se posa sur la grange. « Votre porte pend de travers » observa-t-il. « Charnière cassée. »« Oui, je comptais la réparer. »« Je vais le faire maintenant, si vous avez la quincaillerie. » Elle lui montra l'endroit où les outils de Daniel étaient rangés. Luc travailla avec efficacité, ses gestes précis et respectueux, remplaçant le métal tordu par une pièce neuve tirée de la collection du défunt mari. Lorsqu'il eut fini, la porte pivota sans un bruit.
Merci, dit Evelyne. Le mot semblait minuscule face au service rendu, mais Luc l'accepta d'un signe de tête. Du café, si vous en avez, demanda-t-il simplement. À l'intérieur, elle servit 2 tasses brûlantes. Ils s'assirent à cette même table en bois brut où elle avait veillé seule la nuit précédente. Luc observa la pièce, notant sans juger la pauvreté digne des lieux. Votre bétail semble maigre, dit-il après une gorgée. Vous avez assez de foin pour tenir? Evelyne hésita, l'orgueil luttant contre la réalité. Je vous en apporterai. J'ai un surplus cette année. Sans frais. Evelyne voulut refuser. La fierté était la seule chose qui lui restait intacte. Mais la fierté ne nourrirait pas ses bêtes. C'est généreux, murmura-t-elle à la place. Le silence s'installa de nouveau, mais il n'était pas pesant. Luc semblait content de rester là, tranquillement, et Evelyne découvrit avec surprise que cette présence masculine ne l'oppressait pas. Le bébé? Clara, dit Luc soudainement, sa voix basse. Evelyne se raidit, la gorge serrée. Ma sœur est morte quand elle avait 7 ans, continua-t-il, les yeux fixés sur sa tasse. Sarah. La scarlatine l'a emportée en 3 jours. Je me souviens de mon père creusant sa tombe. Je me souviens avoir pensé, du haut de mes 12 ans, que la terre ne devrait pas être si dure pour accueillir tant de douceur. Evelyne leva les yeux vers lui. Il ne lui offrait pas de platitude, pas de c'est la volonté de Dieu. Il lui offrait sa propre cicatrice. Je suis désolé, chuchota-t-elle. C'était il y a longtemps. Mais on n'oublie pas. Il finit son café et se leva, remettant son chapeau. Je repasserai dans quelques jours. Juste pour vérifier. Vous n'êtes pas obligé. Je sais, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Mais je le ferai. Il partit avec la même efficacité tranquille qu'il avait montrée en arrivant. Evelyne resta longtemps à sa fenêtre, regardant son chariot disparaître derrière la crête, réalisant que pour la première fois depuis des mois, la solitude de la cabane semblait un peu moins absolue. 3 jours plus tard, il était de retour. Cette fois, son chariot transportait des balles de foin qu'il l'aida à distribuer à son petit troupeau affamé. La semaine suivante, il apporta de l'huile pour la lampe et un sac de café. Puis, il revint pour réparer une section de clôture mise à mal par le vent du nord. Un rituel s'installait, une cadence rassurante dans le vide des jours. Luc n'arrivait jamais les mains vides, mais il ne s'attardait jamais trop longtemps. Il partageait du café, échangeait quelques mots sur le temps ou le bétail, et laissait s'installer des silences qui, étrangement, devenaient de moins en moins lourds à porter. Evelyne se surprit à guetter sa silhouette à l'horizon les jours où il ne venait pas. La cabane semblait soudain plus vaste, plus froide, en son absence. Quelque chose, imperceptiblement, se dénouait dans sa poitrine. Un après-midi de fin janvier, le regard de Luc se posa sur le violon accroché au mur, un instrument silencieux depuis la mort de Daniel. « Vous jouez » demanda-t-il. Evelyne hésita. Ses doigts étaient raides, non seulement à cause du froid, mais à cause de l'oubli. Pourtant, elle décrocha l'instrument. Lorsqu'elle posa l'archet sur les cordes, la première note fut hésitante, puis la mémoire musculaire prit le relais. Elle joua un air folklorique simple, une mélodie que sa mère lui avait apprise autrefois. Les notes s'élevèrent dans l'air confiné de la cabane, repoussant les ombres, chassant le silence de deuil qui régnait depuis trop longtemps. Quand elle termina, Luc souriait doucement. C'était un sourire discret, qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, mais qui changeait son visage. C'était beau, dit-il. Vraiment beau. Je ne sais pas aligner 2 notes, mais j'aime écouter. Elle joua un autre morceau. Puis un autre. Luc resta assis à sa table, sa tasse de café oubliée entre ses mains, écoutant comme si cette musique était une forme de nourriture dont il avait été privé. Pour la première fois depuis la mort de Clara, Evelyne ressentit quelque chose d'autre que la douleur brute. Ce n'était pas encore du bonheur, c'était trop tôt pour cela, mais c'était la possibilité, lointaine et fragile, que le bonheur puisse un jour revenir. La confiance grandissant, les mots vinrent plus facilement. Evelyne lui parla de sa vie d'avant, de son amour pour la poésie, sortant son exemplaire usé des Feuilles d'herbe de Whitman. Luc avoua son manque d'instruction, mais écouta avec une attention religieuse lorsqu'elle lui lut des passages à haute voix. « Relisez cette partie » demanda-t-il doucement, celle sur l'herbe et la mort. Elle obéit. « C'est à propos du fait que rien ne se perd vraiment, n'est-ce pas » dit-il pensivement. « Que la mort fait partie de la vie. » Evelyne le regarda, surprise par la justesse de son intuition. « Oui, je crois. Rien n'est perdu, tout est juste transformé. » La fois suivante, elle l'attendait avec du pain frais. Elle avait utilisé le reste de sa bonne farine et du miel qu'elle économisait.
Luc en prit une tranche et ferma les yeux un instant. « C'est le meilleur pain que j'ai mangé depuis des mois, déclara-t-il. Les hommes au ranch essaient de cuisiner, mais Miguel fait des tortillas capables d'arrêter une balle et Thomas brûle même l'eau. » Evelyn laissa échapper un rire. Le son la surprit elle-même, un bruit étranger dans cette maison de deuil. Elle avait oublié ce que cela faisait de rire. « Je pourrais leur apprendre », proposa-t-elle. Ce soir-là, au moment de partir, Luc s'arrêta près de son chariot. La lumière du crépuscule allongeait les ombres sur la neige. « Evelyn », dit-il. C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. « Je suis content d'être passé devant ce cimetière en janvier. » Evelyn serra son châle contre elle, sentant une chaleur qui n'avait rien à voir avec le poil. « Moi aussi », répondit-elle doucement. Elle le regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point sombre dans l'immensité blanche. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle osa penser à l'avenir. La glace commençait enfin à fondre. Le blizzard s'abattit le 15 février avec la violence d'un jugement dernier. Luc avait vu le mur sombre des nuages s'accumuler au nord-ouest, reconnaissant cette lumière étrange et métallique qui annonce le chaos. Il poussa sa monture à la limite de ses forces, arrivant chez Evelyn alors que les premiers flocons, lourds et serrés, commençaient à effacer l'horizon. Elle était dehors, une silhouette fragile luttant contre des rafales qui menaçaient de la renverser, tentant désespérément de guider son bétail affolé vers l'abri. Sans un mot, Luc mit pied à terre et se jeta dans la mêlée. Ensemble, courbés contre le vent hurlant, ils poussèrent les bêtes à l'intérieur de la grange juste avant que la tempête ne dévore le monde. La neige tombait désormais à l'horizontale, cinglante comme du verre pilé. Impossible pour Luc de repartir, le piège blanc s'était refermé. Ils coururent vers la cabane, le souffle coupé, et barricadèrent la porte. Le contraste était saisissant. Dehors, la fureur des éléments, dedans, le crépitement du poêle et une soudaine, immense intimité. Le monde s'était réduit à ces 4 murs de rondins. Durant 2 jours, la tempête fit rage, secouant la charpente comme un jouet. Luc et Evelyn se tournaient autour avec une politesse prudente, conscients de chaque mouvement de l'autre dans cet espace confiné. Luc dormait par terre, près du feu, respectant une distance invisible mais tangible. Mais la deuxième nuit, cette distance vola en éclats. Evelyn se réveilla en sursaut, non pas à cause du vent, mais terrassée par un chagrin qui attendait dans l'ombre. Luc entendit ses sanglots étouffés, puis de plus en plus forts, des pleurs déchirants qui secouaient tout son corps. Il resta immobile un instant, hésitant, puis se leva et s'approcha de son lit. Dans la pénombre, il la vit assise, les bras enroulés autour de ses genoux, comme pour se tenir ensemble. « Racontez-moi », dit-il doucement. « Parlez-moi d'elle. » Et les vannes s'ouvrirent. Elle raconta tout ce qu'elle avait eu, la douceur de Clara, son rire, mais aussi l'horreur de cette nuit de fièvre, la course folle dans le noir pour chercher un médecin, et ce moment terrible où le souffle de l'enfant s'était tu. Luc s'assit par terre, à côté d'elle, et l'écouta sans l'interrompre, sans essayer de réparer l'irréparable. Il offrit simplement sa présence comme un rempart contre le vide. Quand ces mots se tarirent, il parla à son tour, non pas de bétail ou de météo, mais de survie. Il lui parla de son père, mort de chagrin, et de sa propre lutte pour continuer après la mort de Sarah. « Le deuil vous change », murmura-t-il alors que le feu mourait dans l'âtre. Il ne disparaît jamais vraiment. On apprend juste à faire de la place pour lui, à le porter sans s'effondrer. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, 2 âmes blessées trouvant un étrange confort dans leur cicatrice commune. Le 3e jour, le vent tomba aussi brusquement qu'il s'était levé. Le soleil perça, révélant un paysage sculpté par la neige, d'une beauté impitoyable. Luc prépara son cheval. Sur le seuil de la porte, au moment des adieux, l'air entre eux vibrait d'une tension nouvelle. « Merci », dit Evelyn, et elle ne parlait pas de l'aide pour le bétail. « Merci de m'avoir écouté. » Leurs regards se croisèrent, chargés de tout ce qui n'avait pas été dit. Luc fit un pas vers elle, puis s'arrêta. Ce qui naissait entre eux était trop précieux pour être brusqué, trop fragile pour être saisi à la hâte. « Je reviendrai quand la route sera dégagée », promit-il. Il s'éloigna sans se retourner, mais il sentait son regard peser sur ses épaules, une promesse silencieuse flottant dans l'air glacé du matin. Le mois de mars arriva avec un mélange de boue et de lumière crue, libérant enfin les routes de l'étau de l'hiver. Luc se rendit en ville pour la première fois depuis des semaines, une nécessité logistique qu'il appréhendait sans trop savoir pourquoi. La rue principale grouillait d'une activité retrouvée. Il attacha son cheval devant l'épicerie générale et entra. La chaleur du poêle et l'odeur du tabac et des épices l'accueillirent, tout comme le silence soudain qui tomba sur l'assemblée à son entrée.
Les conversations reprirent rapidement, mais sur un ton plus bas, ponctué de regards en coin. Au comptoir, Madame Thornton, la gardienne autoproclamée de la morale locale, tenait audience. Monsieur Hartwell, dit-elle avec un sourire pincé qui ne montrait que les dents. Nous parlions justement de votre dévouement. On dit que vous passez beaucoup de temps chez la veuve Aille. C'est très chrétien de votre part, bien sûr. Bien que, sans chaperon, les mauvaises langues pourraient s'interroger sur la nature de cette charité. Le mot charité claqua comme une insulte déguisée en compliment. Luc paya ses provisions, le visage de marbre, mais les mots s'insinuèrent en lui comme du poison. Sur le chemin du retour, le doute le rongea. Et si elle avait raison? Pas sur l'indécence, mais sur la nature de son attachement. Visitait-il Evelyne par amour, ou parce que sa détresse comblait son propre besoin d'être utile? Était-ce de la pitié déguisée en affection? Troublé, Luc prit une décision qui lui semblait honorable mais qui était lâche, il cessa ses visites. Il se dit qu'il avait besoin de temps pour sonder son cœur, pour être certain de ne pas profiter de la vulnérabilité d'une femme en deuil. Une semaine passa. Puis deux. Le silence retomba sur la prairie, plus lourd qu'avant, car ils savaient tous deux ce qu'ils perdaient. Mais Evelyne n'était pas femme à attendre passivement que le destin ou un homme décide pour elle. Un matin gris, Luc la vit arriver dans la cour de son ranch. Elle montait avec cette même détermination farouche qu'il avait vue dans le cimetière en janvier. « Ma vache laitière est malade », dit-elle sans préambule en mettant pied à terre. « J'ai besoin de votre avis. » C'était un prétexte, et ils le savaient tous les deux, mais Luc attrapa sa trousse de soins sans discuter. Ils chevauchèrent jusqu'à chez elle dans un silence tendu. Après avoir examiné l'animal et prescrit un remède simple, ils se retrouvèrent debout dans la grange, l'odeur du foin et des bêtes remplissant l'espace entre eux. « Pourquoi avez-vous arrêté de venir » demanda Evelyne. Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient. Luc ne chercha pas d'excuses. « Les gens parlent en ville. Cela m'a fait réfléchir. Je voulais être sûr que je ne venais pas par pitié. Que je ne profitais pas de votre chagrin pour me sentir nécessaire. » Evelyne se redressa, et l'air autour d'elle sembla se geler. « De la pitié » répéta-t-elle, le mot coupant comme du verre. « J'ai survécu à la mort de mon mari. J'ai enterré ma fille unique dans un sol gelé. J'ai traversé cet hiver seul. Je n'ai pas besoin de votre pitié, Luc Hartwell. Et je n'ai pas besoin d'un sauveur. » Elle fit un pas vers lui, fière et blessée. « Si vous revenez ici, ce doit être parce que vous le voulez. Parce que vous me respectez, pas parce que vous voulez apaiser votre conscience ou jouer les héros. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence, alors ne revenez pas. » Elle tourna les talons et sortit de la grange, le laissant seul avec la vérité cinglante de ses paroles. Elle méritait mieux que ses doutes, elle méritait une certitude absolue. Avril fit irruption dans le Wyoming non pas avec des fleurs, mais avec de la boue et une odeur puissante, presque enivrante, de terre mouillée. Le dégel transformait la prairie. Là où la neige avait régné en maître absolu, des taches de terre brune et grasse apparaissaient, et sur les versants sud, les premières pousses vertes, timides mais invincibles, perçaient la croûte hivernale. Au-dessus de leur tête, les oies sauvages remontaient vers le nord en formations irrégulières, leurs cris rauques annonçant que la vie reprenait ses droits. Pour Luc, ce changement de saison apporta la clarté qu'il cherchait. Il ne s'agissait plus de pitié ni de devoir. Ce qui lui manquait, ce n'était pas le sentiment d'être un sauveur, c'était elle. C'était sa voix lisant Whitman, le son de son violon, et cette manière qu'elle avait de regarder l'horizon sans ciller. Il sella son meilleur cheval, le cœur battant contre ses côtes comme celui d'un jeune homme. Lorsqu'il arriva à la concession, Evelyne était dehors, une bêche à la main. Elle retournait la terre de son petit potager, préparant les semis. Luc s'arrêta un instant pour l'observer. Il y avait une symétrie poignante dans cette image. 3 mois plus tôt, il l'avait vue frapper une terre gelée et stérile pour enfouir la mort. Aujourd'hui, elle ouvrait une terre souple et vivante pour y planter la vie. Elle se redressa en le voyant, une main en visière contre le soleil. Elle ne sourit pas, mais elle ne le chassa pas non plus. Luc mit pied à terre et s'avança jusqu'à la barrière du jardin. L'odeur de l'humus était forte entre eux. « J'ai réfléchi, » dit-il, sa voix un peu rauque. « À ce que vous avez dit. À la certitude. » Evelyne planta sa bêche dans le sol meuble et le regarda, attendant. « Je vous aime » lâcha-t-il. Les mots sortirent bruts, sans fioriture. « Je ne vous aime pas par obligation. Je vous aime pour votre ténacité. J'aime que vous lisiez de la poésie et que vous sachiez réparer une clôture. J'aime que vous ayez construit un cercueil de vos propres mains pour donner de la beauté à votre fille. » Il prit une inspiration, cherchant son courage.
Je sais que le deuil est encore là. Je ne vous demande pas d'oublier. Mais je voulais que vous connaissiez mon cœur. Et je voulais vous demander si, un jour, quand vous serez prête, vous accepteriez de devenir ma femme. Le silence s'étira, seulement troublé par le chant d'une alouette. Evelyne baissa les yeux vers la terre sombre à ses pieds. Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux brillaient de larmes retenues. « Je dois vous montrer quelque chose, dit-elle simplement. Elle l'emmena vers le cimetière. Ils marchèrent côte à côte, sans se toucher, sur ce chemin qu'ils connaissaient trop bien. Le vallon avait changé. L'herbe d'hiver laissait place au vert tendre du printemps. La tombe de Clara s'était tassée, et la petite croix de bois tenait bon. Evelyne s'agenouilla près du monticule. Luc resta en retrait, chapeau à la main, respectant cet espace sacré. « Clara, murmura-t-elle doucement. Voici Luc. C'est l'homme dont je t'ai parlé. Celui qui a creusé quand je ne pouvais plus. » Sa voix trembla légèrement. « Je dois te dire quelque chose, ma douce. Je vais continuer à vivre. Vraiment vivre. Pas seulement survivre. Et cela signifie laisser quelqu'un entrer à nouveau. » Elle posa une main à plat sur l'herbe nouvelle. « Je crois que tu l'aurais aimé. » Elle se releva et se tourna vers Luc. Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant, mais pour la première fois, elles étaient accompagnées d'un sourire lumineux, un sourire qui atteignait enfin ses yeux. « Oui, dit-elle. » Luc franchit la distance qui les séparait et prit ses mains dans les siennes. Elles étaient rugueuses, abîmées par le travail, les mains d'une survivante. « Quand je serai prête, ajouta-t-elle. « Il n'y a pas d'urgence, répondit Luc en serrant ses doigts. Nous avons tout le temps. » Ils restèrent là, au milieu des tombes et des fleurs sauvages naissantes, deux êtres marqués par l'hiver, choisissant délibérément le printemps. Ils se marièrent en mai, lorsque la prairie fut devenue un océan de verre piqué de fleurs sauvages. Ce fut une cérémonie simple dans le salon du ranch de Luc, avec Miguel et le vieux Thomas comme témoins silencieux et émus. Evelyne avait laissé ses vêtements de deuil dans la malle au pied de son lit. Elle portait une robe en calicot bleu qu'elle avait cousue elle-même, une couleur qui rappelait le ciel d'été et la promesse des jours clairs. Lorsqu'elle s'avança, tenant un bouquet de roses sauvages et de lin bleu, Luc sentit sa gorge se serrer. Les vœux qu'ils échangèrent dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'étaient pas des paroles en l'air. Ils pesaient de tout le poids de leur vécu, ils savaient exactement ce que la maladie et la mort signifiaient, et c'est en pleine connaissance de cause qu'ils choisissaient la vie. Les semaines suivantes furent un apprentissage doux. Evelyne emménagea chez Luc, apportant avec elle ses livres, son violon et une lumière qui manquait à cette maison d'homme. Elle ne vendit pas sa concession, Luc insista pour qu'elle la garde, comprenant que son indépendance faisait partie de ce qu'il aimait chez elle. Ils apprirent à tisser leur rythme, les aubes silencieuses et laborieuses de Luc, et les soirées remplies de musique et de lecture d'Evelyne. Même Miguel se mit à la cuisine sous la tutelle d'Evelyne, produisant enfin un pain qui ne menaçait pas de casser les dents. À la fin du mois, le vieux Thomas termina son ouvrage. Luc et Evelyne retournèrent au cimetière une dernière fois pour accomplir un devoir sacré. Thomas avait sculpté une pierre de granit gris, simple et solide. On pouvait y lire « Clara Rosaille, aimée pour l'éternité ». Ensemble, ils retirèrent la croix de bois patinée par les éléments et installèrent la pierre. Elle s'ancra dans la terre, immuable. Evelyne passa ses doigts sur les lettres gravées. Ce n'était plus une blessure ouverte dans le sol, c'était un monument, une preuve que sa fille avait existé, qu'elle avait été aimée. « Elle fera toujours partie de nous », dit Evelyne doucement, le regard sec mais tendre. « Toujours », confirma Luc en posant une main protectrice sur son épaule. « Elle fait partie de notre histoire. » Ils rentrèrent au ranch alors que le soleil commençait à descendre, inondant le monde d'une lumière dorée et rose. Le cimetière disparut derrière la crête, restant un lieu de mémoire, mais devant eux s'étendaient leurs maisons, leur bétail, leur avenir. Ce soir-là, Evelyne s'assit sous le porche et prit son violon. La musique s'envola vers les collines, une mélodie à la fois mélancolique et joyeuse, tissant ensemble le deuil et l'espoir, le passé et le présent. Luc l'observa dans la lumière du couchant, le cœur gonflé de gratitude. Il repensa à ce matin glacial de janvier, à la futilité de l'appel contre la terre gelée, et au chemin parcouru depuis. Ils étaient deux survivants qui avaient osé le pari le plus risqué de tous, aimer à nouveau après avoir tout perdu. L'hiver avait été impitoyable, mais il avait cédé. Le printemps était là, vibrant et tenace. Et avec lui, la certitude apaisante que la vie, malgré ses cicatrices, vaut toujours la peine d'être choisie. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez entendre d'autres récits émouvants comme celui-ci, n'oubliez pas de laisser un j'aime,
de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. Merci de nous avoir écoutés.